Les premiers carambolages dus au brouillard. 3 accidents, 1 mort, plusieurs dizaines de blessés, une centaine de voitures endommagées. La marche des Noirs à Washington, le leader musulman Louis Farrakhan appelle ses frères à vivre séparément des Blancs. Sondage, contrairement aux idées reçues, 8 habitants des banlieues sur 10 se sentent finalement en sécurité. La semaine du goût en France, les grands chefs dans les écoles pour apprendre aux enfants à apprécier des bonnes choses. Madame, monsieur, bonsoir. Au seuil de l'hiver commence la saison du brouillard en France, marquée aujourd'hui par 3 accidents très graves qui ont fait au total 1 mort, plusieurs dizaines de blessés et une centaine de voitures ont été endommagées. 2 accidents ont eu lieu sur l'autoroute du Sud, à hauteur d'Artenay dans le Loiret et dans la traversée du département de l'Eure-et-Loire. Le 3e accident a eu lieu, lui, dans le Nord. Patrice Romden. Vous voyez un petit peu une Mercedes, ça lutte comme ça? Il a fallu attendre que le brouillard se lève ce matin pour évaluer la casse. 60 voitures amoncelées en un fatras de carrosserie sur plusieurs dizaines de mètres. Je me faisais débouler par des gens qui roulaient au moins à 140, 150. C'est toujours le même problème, c'est le problème de la vitesse. Je suis sorti par la fenêtre arrière et puis je me suis précipité de l'autre côté, on sait jamais. Moi j'ai eu qu'une peur, c'est que tout pète quoi. Hein. Mais j'ai quand même mis, je sais pas, peut-être 3-4 minutes en attendant que les voitures finissent de se rentrer dedans. Quoi. Brouillard, vitesse, carambolage. Classique, l'enchaînement fait 25 blessés, dont 3 graves, que l'on évacue pendant qu'à 20 km de là, on achève à peine de nettoyer la chaussée. Car 2 heures plus tôt, un poids lourd et 15 voitures se sont percutés. Là encore, brouillard, vitesse, carambolage et incendie. Le carburant répandu sur la chaussée s'est enflammé. 1 mort, 17 blessés. Mais le brouillard flottait aussi sur le département du Nord ce matin. Chaussée humide, visibilité 30 mètres et soudain... Franchement, on n'a rien vu. On n'a vraiment rien vu, ça a freiné, puis tout le monde s'est rentré dedans. Quoi. Bilan, quelques blessés légers. Seulement, pourrait-on dire, car une 50aine de voitures ont été prises au piège, du brouillard et de la vitesse. Prudence donc, car la météo annonce encore du brouillard pour demain matin. Le brouillard, c'est un phénomène que redoute particulièrement la gendarmerie nationale. En effet, contrairement à bon nombre d'automobilistes qui, eux, ne prennent pas toujours les précautions nécessaires. Vincent de Guyenne, Roger Amiot. Actuellement, Météo France, aux environs de 11 h, nous signale du brouillard au nord de l'Île-de-France. Le brouillard, ici, on le surveille. Bourgogne et un peu en de très près. Car on sait malheureusement que lorsqu'il recouvre les routes de France, il y aura certainement des carambolages et peut-être des accidents mortels. En arrivant dans une zone de brouillard, on est beaucoup plus vigilant parce que la situation est nouvelle, elle est un peu stressante, mais à la longue, surtout s'il ne se passe rien, si la circulation est fluide, on s'habitue et c'est là qu'on commence à prendre de plus en plus de vitesse, qu'on perd de vue les notions de distance d'arrêt, etc. Et quand on arrive dans un carambolage, on est totalement incapable de l'éviter. Pour éviter cela, il faut bien sûr allumer ses feux, mais surtout savoir réduire sa vitesse. Lorsqu'on ne voit pas au-delà de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, même sur autoroute. Il existe une règle simple. Si l'on ne voit pas à 30 mètres, mieux vaut rouler à 30 km/h à 30 mètres du véhicule précédent. Même chose à 50 ou 80. Pour mieux voir et être vu, par temps de brouillard, il existe de nombreux accessoires lumineux. On étudie également des systèmes plus perfectionnés de détection radar qui informaient le conducteur de la distance qui le sépare du véhicule précédent. Mais l'automobiliste qui risque le moins l'accident n'est pas le plus équipé, mais à coup sûr, le plus prudent. Et c'est toujours en raison de l'épais brouillard qui recouvrait la Bourgogne qu'un hélicoptère s'est écrasé en fin de matinée en Saône-et-Loire, près de la commune d'Auzol. Les 3 occupants sont très grièvement blessés. L'appareil essayait d'effectuer un atterrissage d'urgence dans le brouillard donc. La rentrée universitaire s'était relativement bien passée en France, globalement du moins. Il y a tout de même des exceptions spectaculaires, comme à Rouen. Les étudiants de la faculté des sciences sont en grève illimitée. Pourtant, ce matin, leur faculté avait reçu un chèque d'1 million de francs qui devait permettre un démarrage provisoire. Chantal Kimerlin, Philippe Luzzi. Ils ont bloqué les trains pour débloquer un meilleur financement de leurs études. Les étudiants rouennais ne se satisfont pas du million annoncé par le ministère. Ça fonctionnera jusqu'au mois de décembre, mais après il faudra prendre 2 millions du budget 95-96 pour pouvoir finir l'année. Donc il y aura toujours le même problème l'an prochain, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un gros sentiment qui domine, d'un ras-le-bol d'avoir à descendre tous les ans dans la rue pour obtenir un petit peu d'argent pour finir l'année, et que le
l'idée de plein de gens, c'est de dire cette fois-ci on se fâche vraiment. Loin des manifs, dans la fac désertée, le conseil de gestion a décidé, à une petite majorité des voix, qu'avec 1 million de dépannages, on peut techniquement retravailler, mais à certaines conditions. Nous n'avons pour l'instant aucune information sur le budget qu'on pourrait avoir en 1996. Ça veut dire un petit peu qu'on remet des débats ou des luttes éventuellement à 96. C'est un petit peu ça que les étudiants voudraient voir évoluer. Donc c'est dès maintenant lutter pour l'année 96 et non pas attendre le mois de janvier. Depuis 3 ans, les nouveaux inscrits sont toujours plus nombreux en première année. Même si la rentrée se fait à Rouen K1K dans quelques jours, elle ne signifiera pas qu'il n'y a plus de problème. On a beaucoup parlé récemment des méfaits de l'amiante et on a découvert à cette occasion que ce matériau avait été utilisé dans le métro parisien. À la RATP, on affirme qu'il n'y a pas de risque pour les voyageurs, du moins, et que des travaux de plus sont entrepris depuis un certain temps pour remplacer cette amiante qui avait été utilisée. José Blanc-Lapierre, Florence Bouquilla. Pour améliorer son confort et assurer son équilibre, le métro s'appuie latéralement sur des barres de guidage. Les voici zébrées en noir et jaune. Ce sont elles qui posent problème. Recouvertes d'une pellicule d'amiante, elles peuvent à l'usure dégager un produit toxique. Sur l'ensemble du réseau, 2 lignes sont concernées, c'est-à-dire 36 stations, au total 15 km de galeries fréquentées par 500 000 personnes chaque jour. Oui, c'est dangereux pour les usagers de la ligne 1 et 4, dans toute la mesure où c'est un élément qui se déplace dans l'air, qui est très léger et qui est inhalé en général par ceux qui sont autour. Mais les plus inquiets, ce sont les employés de la RATP, le personnel de maintenance directement en contact avec le produit toxique. C'est le cas d'un ancien menuisier exposé pendant 10 ans dans l'atelier de réparation de la RATP. Aujourd'hui, il est atteint d'un cancer du poumon reconnu comme maladie professionnelle. Il faut mettre en garde les gens qui ont travaillé et qui travaillent encore l'amiante, de leur dire attention, c'est dangereux, on vous fait faire un travail dangereux et qui se déclarera bien souvent le jour où vous ne serez plus en activité. Produit miracle pendant les années 60, de l'amiante on en trouve partout en France. Dans le métro, il y en avait même dans les plafonds comme isolant contre le bruit. Depuis 10 ans, la RATP a engagé un plan de retrait du produit interdit aujourd'hui. Là où cet amiante se trouve, il n'y a aucun risque. Nous avons fait des mesures précisément à l'endroit où nous avons pu détecter au cours des analyses et puis des recherches que nous avons effectuées sur notre réseau, il n'y a strictement aucun risque. Les mesures démontrent à l'évidence que nous sommes bien au-dessous des normes dans ce domaine. La RATP s'engage à retirer toutes les plaques d'amiante, c'est-à-dire 3600, d'ici à la fin de l'année. Une visite médicale est également prévue pour tout le personnel concerné. Un événement en ce moment même à Washington tel que seule l'Amérique peut imaginer dans sa démesure. Louis Farrakhan, leader noir musulman, a convoqué dans la capitale 1 million de ses frères de couleur pour leur demander de se réconcilier avec eux-mêmes et de prendre en charge leur destin. Mais rien à voir avec le dessein du pasteur Martin Luther King qui revendiquait l'égalité des Blancs et des Noirs. Louis Farrakhan revendique au contraire un développement séparé des Noirs et ses déclarations sont franchement hostiles à la communauté blanche. À Washington, seuls les hommes ont été appelés à manifester. Philippe Gasson. La manifestation de Washington est un véritable succès. Difficile pour le moment de mesurer le nombre de participants, mais ce qui est sûr, c'est que le mall, les jardins devant le Capitole, sont remplis par la foule. Pour les organisateurs, le million de participants est largement dépassé. On a retrouvé ici certaines images de 1968 aux Jeux de Mexico. Sur la manifestation, par endroits, planait l'ombre de Malcolm X et des Black Panthers. Tous les participants ne sont pas venus adhérer au message de Farrakhan qui avait entre autres demandé aux femmes de rester à leur place, c'est-à-dire à la maison. Mais c'est bien son organisation, la Nation de l'Islam, qui encadrait tout cela quasi militairement. Et c'est elle qui portera les lauriers de cette journée, cela ne fait pas de doute. Vous approuvez tout ce que dit Louis Farrakhan? C'est mon guide, mon professeur et mon Dieu. Ce rassemblement de masse était initialement destiné à démontrer que, contrairement à ce qu'indiquent les statistiques, les African Americans sont des gens responsables. Je veux juste démontrer que la plupart des Noirs font ce qu'il faut. Ils travaillent, s'occupent de leur famille et de leurs enfants, ces choses-là. Je pense qu'il est important pour nous de défendre nos droits et de nous défendre nous-mêmes. Est-ce que c'est une manifestation contre les Blancs?
De la détermination, oui, mais pas de violence. La collecte a été bonne, Nation de l'Islam n'a pas oublié de faire appel aux bonnes volontés, nombreuses aujourd'hui. Après cette manifestation, ce qu'espèrent les modérés, qu'ils soient noirs ou blancs, c'est un rapprochement entre les deux communautés. Il ne faut pas oublier que ce rassemblement était placé sous le signe de la réconciliation. Et le président américain Bill Clinton n'apprécie pas cette démonstration. Dans un discours, il a appelé aujourd'hui blancs et noirs à extirper le racisme qui divise la société américaine et a demandé à ce que chacune des communautés fasse le ménage à l'intérieur de sa propre communauté. Pour en revenir à Louis Farrakhan, qui est-il? Cet homme est âgé de 62 ans. Il a commencé sa carrière comme chanteur de variété, puis violoniste de talent. Olivier Lerner, portrait. Il joue bien du violon, mais il a un problème. Beaucoup de compositeurs sont juifs et Farrakhan est antisémite. Son répertoire est donc limité, mais son vocabulaire politique ne l'est pas. Il est raciste, anti-blanc. Il est contre tout mélange racial. Il rêve d'un État noir, musulman, indépendant. C'est l'anti-Luther King par excellence. Luther King qui militait pour l'intégration. Son programme teinté de haine a fait de Farrakhan un leader controversé, mais un leader charismatique qui a su capitaliser sur les frustrations de la communauté noire. Farrakhan a 62 ans aujourd'hui, et depuis 30 ans sur le devant de la scène, il joue toujours sur le même registre. L'unité noire, la responsabilité noire, doublée d'un message conservateur, radical, où la base, c'est le respect de la famille. Sa crédibilité, elle repose en grande partie sur ses milices, qui rétablissent la sécurité dans des quartiers à problème. Un savoir-faire qui séduit une communauté noire de plus en plus réceptive. Le programme de Farrakhan, raciste d'un côté mais qui se veut rassurant d'un autre côté, n'est pas prêt de sombrer dans les oubliettes. Le personnage fait peur, mais ses idées progressent. 99,96% de oui en Irak à l'occasion du premier référendum de l'histoire du pays demandant au président Saddam Hussein de rester au pouvoir. Un résultat qui permet bien sûr de s'interroger sur le caractère démocratique de cette consultation. À Bagdad, on souligne tout de même que si ce score peut paraître exagéré, en Égypte, le président Moubarak a bien été élu avec 96% des voix et en Syrie, Hafez el-Assad avec 97% des voix. En France, un sondage un peu moins élogieux, sondage Louis Harris pour le journal Profession Politique, 56% des Français contre 31 pensent qu'une majorité socialiste peut revenir au pouvoir dès l'élection législative de 98. Et puis du nouveau, dans l'enquête sur le financement du parti des centristes du CDS, Michel Fine. Le 30 mars dernier, c'est l'ancien garde des Sceaux lui-même, Pierre Méhaignerie, ex-président du CDS, qui ordonne l'ouverture d'une enquête sur le financement de son propre parti. Je crois qu'il faut apurer le passé, que tout ce qui est, je dirais, dans l'ombre, doit être mis dans la clarté. C'est le meilleur moyen de corriger les erreurs du passé, même lorsqu'elles ont trait au fonctionnement d'un parti avec qui j'avais une particulière affection. L'enquête mettra à jour quelques erreurs du passé. L'existence d'une véritable filière de financement occulte, gérée à Genève par un banquier suisse, un certain Henri Albert Jacques. À en croire le journal Le Monde, cette filière aurait continué à fonctionner après l'entrée en vigueur de la loi sur le financement des partis de 1990. Selon François Froment-Meurice, ancien secrétaire général adjoint du parti, les dirigeants nationaux du CDS connaissaient l'existence du système. Devant le juge d'instruction, François Froment-Meurice aurait cité 3 noms. Celui de Jean Arthuis, l'actuel ministre de l'économie et des finances, celui de Pierre Méhaignerie, l'ancien garde des Sceaux, enfin celui de Bernard Bosson, l'ancien ministre des Transports. Aujourd'hui, les 3 dirigeants du CDS protestent vigoureusement. Selon l'entourage de Pierre Méhaignerie, il n'y a pas l'ombre d'un début de preuve que le système ait continué à fonctionner après 90. Sondage CSA pour le journal La Croix sur les banlieues. Et puis un résultat donc inattendu. Si 52% des personnes interrogées estiment en effet que la situation s'aggrave dans les banlieues, principalement à cause du chômage, 8 personnes sur 10 se sentent en sécurité et 40% déclarent que ces dernières années, la vie de leur quartier s'est plutôt améliorée. Il s'agit bien sûr d'une vue globale, toutes les banlieues ne se ressemblent pas. Exemple choisi ce soir, le quartier du Sénon à Bordeaux. François Privat, Philippe Ritten. Sénon et ses barres de béton. 22 000 habitants à une vingtaine de minutes du centre de Bordeaux. Est-ce qu'on peut dire que votre banlieue, vous l'aimez quand même? Ouais. Pourquoi? Depuis qu'on est petit, on vit ici, c'est classe. Voilà. C'est là qu'on a tous nos amis, tout court. Ouais. Voilà, C'est nos amis, puis on connaît du monde, quoi. Puis même, elle est classe.
À Senon, on rencontre comme partout des problèmes de délinquance ou de drogue. Le quart de la population active est au chômage, 40% de ses habitants sont exonérés d'impôts. Il y a des choses à faire quoi, et on peut arriver à tout améliorer. J'ai moi-même vécu aux États-Unis et je préfère quand même ma banlieue, quoi. Pourquoi? Parce que on est plus proches les uns des autres quoi, par rapport à là-bas. Hein. Et puis bon, je connais beaucoup plus de monde, quoi. Le contact passe plus facilement. Élève infirmière, Catherine vit avec ses 2 enfants dans un F4 qu'elle loue 1800 francs par mois. Moi j'aime bien mon cadre de vie. J'habite dans un immeuble là, entouré de verdure. Ma banlieue à moi, j'ai envie de dire, ne me fait pas penser à la banlieue agressive, à la banlieue... Enfin moi j'ai pas cette impression-là. Je veux dire, bon, mes enfants, ils ont des petits copains de toute race. D'origine ouvrière, depuis 30 ans, ils vivent dans une cité qu'ils ne quitteraient pour rien au monde, même si l'apparition de graffitis ou le bris de boîtes aux lettres les inquiète un peu. Il y a une circulation qui est tout à fait normale. C'est pas comme dans Bordeaux. Moi, quand je vais à Bordeaux, ça me saoule. De voir le mouvement de foule qui se produit de droite et de gauche, et j'arrive, j'ai la tête qui tourne comme si j'avais bu 1 litre de whisky. Senon, banlieue modèle, peut-être pas, mais au-delà des préjugés, beaucoup de ses habitants y sont attachés. En bref, Karim Koussa, grièvement blessé dans la fusillade qui avait permis la fuite de Khaled Kelkal il y a quelques semaines, a été mis en examen dans une autre affaire, celle de la fusillade de Bron en juillet dernier. 3 hommes à bord d'une voiture avaient échappé à un contrôle et blessé assez sérieusement 2 policiers. Aujourd'hui s'est ouvert en Corse le procès en appel de la catastrophe du stade Furiani. Le 5 mai 92, souvenez-vous, 17 morts, plus de 2000 blessés dans l'effondrement d'une tribune provisoire. Ce procès en appel ne provoque plus les passions en Corse. L'association des victimes de la catastrophe a même décidé de boycotter le procès qui s'est ouvert par une bataille de procédure. Valérie Hermite, Dominique Merlin. La rumeur circulait depuis quelques jours à Bastia et elle s'est confirmée dans une invraisemblable cohue. Henri Huran, ancien préfet de Haute-Corse, relaxé en première instance et contre lequel le parquet n'avait pas fait appel, était bien là. Surprise aussi de revoir les 2 pompiers, Andréi et Philly, également relaxés et non frappés d'appel par le parquet devant l'entrée des prévenus. 3 arrivées assez inattendues suite à un appel effectué par les parties civiles. Pour les avocats de la défense, cet appel est totalement irrecevable. J'ai demandé à la Cour de statuer sur l'incident tout de suite, d'une part pour dire que M. Huran n'était pas prévenu et que d'autre part, il n'avait pas à être dans le box des prévenus. Et des mots assez durs sont alors échangés entre les différents avocats. Mais pour ceux des victimes, la nécessité de la présence de tous les prévenus était bien plus symbolique que juridique. Je pense également qu'il est important que tout le monde soit là, parce que nous sommes toujours à la recherche de la vérité et que la vérité n'est pas apparue en plein jour dans l'audience du tribunal de grande instance. Un incident de procédure que la Cour ne tranchera que plus tard. Tous les acteurs de la catastrophe de Furiani qui ont refusé d'être filmés dans le box sont donc là. Tous, à l'exception de Jean-Marie Boimont, le constructeur de la tribune. J'ai déjà tout dit, explique-t-il dans une lettre lue à l'audience. Dans l'unique salle d'audience, les journalistes et les avocats sont bien plus nombreux que le public. Les victimes et les Corses en général ont dans leur grande majorité boycotté ce procès. Le face-à-face très tendu entre victimes et prévenus n'aura donc pas lieu, mais un autre face-à-face se dessine déjà entre les avocats de la défense et des parties civiles, cette fois. Les militants anti-avortement font à nouveau parler d'eux. Un commando anti-IVG s'est enchaîné ce matin dans l'intérieur de l'hôpital public de Valenciennes avec le concours cette fois-ci du directeur adjoint de l'établissement. Les membres du commando ont été arrêtés et tout de suite présentés à la justice. Dès cet après-midi, Marianne Mas, reportage. Il était environ 7h30 ce matin quand une dizaine de personnes ont fait intrusion dans le service d'orthogénie de l'hôpital de Valenciennes. À cette heure-ci, 5 femmes attendaient une consultation pour une IVG. Il aura suffi de quelques minutes au commando pour s'enchaîner, cadenas au cou et aux pieds, dans une salle d'intervention. Pas de violence ni de voie de fait, mais dans le commando, le directeur adjoint de l'hôpital qui a cautionné toute l'opération. Aucun signe avant-coureur ne pouvait laisser penser qu'il y ait un passage à l'acte de cette nature, même si l'intéressé était connu pour avoir des opinions personnelles et philosophiques tout à fait opposées à l'interruption volontaire de grossesse. L'occupation des lieux aura duré 3 heures jusqu'à ce qu'un serrurier réussisse à ouvrir les cadenas. Aussitôt, les 6 hommes et 4 femmes du commando ont été conduits au commissariat,
puis entendu en procédure immédiate par le procureur de Valenciennes. C'est la première fois qu'un cadre de l'hôpital participe à ce genre d'opération. Xavier Dousseau était connu pour ses opinions anti-avortement. Une partie du personnel de l'hôpital s'est constituée partie civile. De voir un cadre de direction être un instigateur ou alors un complice de cette situation, c'est intolérable. C'est intolérable, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Les 10 personnes du commando comparaissent en ce moment même pour entrave à la liberté d'avorter, un délit qui est passible de 3 ans de prison et 30 000 francs d'amende. Le gouvernement a entrepris, vous le savez, une vaste consultation sur les problèmes de la sécurité sociale. Mais il envisage déjà très sérieusement, il a même décidé de réduire dès l'année prochaine le déficit de 60 à 30 milliards de francs pour le juguler complètement en 1997. C'est ce qu'a dit ce matin M. Juppé. Première mesure, un taux de progression des dépenses de 2,1 pour les hôpitaux, 2,1 seulement, disent les responsables hospitaliers, et l'augmentation du forfait hospitalier de 55 à 70 francs par jour. Sébastien Vibert, Jacques Garniche. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un guichet de banque, mais du service des frais de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. C'est ici que chaque malade, à la fin de son séjour, règle son forfait hospitalier. Aujourd'hui 55 francs par jour, 70 francs l'année prochaine. Un forfait qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est trop cher, ils pourront plus se hospitaliser les gens. Ça va pas aller. Si ça peut améliorer les finances de la sécurité sociale et puis, disons, garder les mêmes soins et améliorer peut-être encore les soins aux malades, je trouve que c'est... faut que chacun fasse un effort. Et c'est bien l'intention du gouvernement, réduire le déficit de l'assurance maladie en mettant les patients à contribution et en freinant les dépenses des hôpitaux. Selon les représentants des mutuelles, qui vont payer la différence, l'augmentation du forfait hospitalier rapporterait 1,5 milliard de francs à la Sécu, somme jugée dérisoire. Des rustines de 1,5 milliard de francs, voilà des années que nous en prenons. Et l'édifice est quand même en grande difficulté. Donc c'est en réformant profondément le système de soins qu'on sortira de l'impasse. Ce n'est pas en augmentant ce que les assurés sociaux, et notamment les malades là en l'occurrence, doivent payer. On n'en sortira pas. Cette mesure surprise n'est pas non plus du goût des syndicats. FO, CGT et CFDT rappellent que le gouvernement vient d'engager une concertation nationale sur la Sécu. 3 semaines de discussion qui auraient dû précéder toute réforme. On a appris ce soir que M. Bernard Tapie a été opéré d'urgence dimanche dernier d'une infection aiguë à la vésicule biliaire. L'intervention s'est bien déroulée d'après ses médecins. Demain, journée mondiale du refus de la misère en France. Les pouvoirs publics sont notamment concernés par le problème du placement des enfants lorsque les parents ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins. Et c'est à ce propos qu'il y a parfois une différence d'appréciation entre la justice et certaines associations d'aide aux familles, notamment sur le coût de telles décisions. Maryse Burgot, Éric Georgeot. 2 fois par mois, ils font ce voyage en bus entre Reims et Châlons. 2 fois par mois, elle a le droit de voir ses 3 enfants. Et c'est un moment qu'elle a pris l'habitude de partager avec son compagnon. Chaque fois, ça me fait plaisir de les voir. Une énorme déception quand je les ramène. Cela fait maintenant 3 ans que ses enfants lui ont été retirés. Sur décision judiciaire, ils ont été placés dans un foyer. Le juge a estimé qu'avec leur mère, ils étaient en danger. Et c'est bien sur ce point que cette jeune femme n'est pas d'accord. RNiste et sans logement, elle est convaincue que c'est à cause de sa situation de grande précarité qu'on lui a retiré ses enfants. Et selon elle, on n'est pas prêt de les lui rendre. J'ai pas d'appartement. C'est ça le problème. J'aurais un appartement, ce serait tout seul, j'aurais pu les revoir. Mais sans appartement, je peux pas. Puis comme personne décide à m'en donner un. Tous les 15 jours, à chaque fois qu'ils se retrouvent, ils viennent passer l'après-midi ici, chez leur tante. Cette femme a elle aussi vécu des moments difficiles, elle aussi a eu ses propres enfants placés. Et aujourd'hui, avec ATD Quart Monde, elle milite contre ce que cette association appelle les placements économiques. Bon, on m'avait dit que c'était temporaire, mais au fond de moi-même, je savais que je pouvais les récupérer, mais j'avais peur quand même. En me disant, bah, si j'ai pas de logement, ils vont pas me les rendre, c'est pas vrai. Bon, c'est parce que j'ai su me battre, j'ai su arriver avec ATD à faire comprendre qu'il fallait un appartement, c'est ça qui me manquait.
Aujourd'hui, le placement d'un enfant dans un foyer coûte plus de 10 000 francs par mois, plus cher que de trouver un logement aux familles. Mais selon ce juge, la question ne se résume pas au simple manque de toit. La pauvreté engendre souvent d'autres formes de violence, même si bien sûr la question du logement est déterminante. Il arrive qu'on place des enfants parce qu'ils sont sans toit, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ma priorité, c'est de préserver l'essentiel des enfants. C'est tout ce que je peux dire. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Les politiques de relogement, je ne les maîtrise pas. Aveu d'impuissance face à l'exclusion. Sur 72 000 enfants placés chaque année, impossible de dire combien le sont aujourd'hui pour des raisons essentiellement économiques. Le ministre de l'Industrie, M. Galland, annonçait ce matin la prochaine privatisation du groupe Péchinet, une privatisation qui aurait lieu avant le constructeur automobile Renault. Le reportage qui va suivre a quelque chose de vraiment magique pour les non-initiés du moins. Il s'agit, et même pour les autres d'ailleurs, il s'agit pour les agriculteurs français d'utiliser les satellites pour améliorer le rendement de leur culture. Romuald Bonan, Claude Barnier. Avant de se rendre dans ses champs de maïs ou de blé, cet agriculteur n'oublie jamais sa disquette informatique, indispensable pour faire fonctionner sa moissonneuse-batteuse. Depuis quelques mois, son matériel agricole est même directement branché sur des satellites américains du Pentagone. Pourtant, Philippe Aufray n'a rien d'un agent secret, tout simplement un agriculteur soucieux de mieux gérer son exploitation de 200 hectares. À tout moment, sa moissonneuse-batteuse est épiée par des satellites qui lui renvoient via une antenne sa position exacte. Simultanément, à l'intérieur de l'engin, un ordinateur analyse la récolte, qualité des grains, rendement, humidité, etc. Au moment de la récolte, on n'a pas le temps de calculer, de quantifier tout ça. Donc on a ça, cet engin nous enregistre tout ça. Et après, une fois qu'on a fini la récolte, qu'on est au repos, et ben ma foi, on peut regarder ça de plus près. À la fin de chaque journée de récolte, les précieuses informations enregistrées sur la disquette de la moissonneuse sont analysées en famille. Sur l'écran de l'ordinateur, les différentes parcelles du couple d'agriculteurs livrent alors tous leurs secrets. Grâce au satellite, une carte est établie détaillant toutes les anomalies au mètre près. Des zones rouges à faible rendement, ça peut être soit des mauvaises herbes, ça peut être des zones tassées, ça peut être différentes choses. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est reprendre cette carte dans la main, se repositionner dans le champ et par exemple regarder exactement ce qu'il peut y avoir. Une technologie venue de Grande-Bretagne où les agriculteurs aiment tourner la réglementation européenne à leur avantage. Par exemple, le satellite permet de repérer les zones à faible rendement, idéales pour la jachère. Il permet aussi de gérer les engrais et leurs conséquences sur l'environnement. C'est autant de gagner au niveau économique pour l'agriculteur et c'est autant de gagner au niveau écologique parce que si vous voulez, on aura automatiquement moins de lessivage, moins de problèmes de nitrate au niveau des rivières. Ces agriculteurs high-tech sont déjà quelques dizaines en France. Très peu, en fait, par rapport à nos voisins belges ou anglais. Pour l'instant, le satellite est encore à des années-lumière de notre espace rural. La semaine du goût en France, elle commence aujourd'hui. 2000 chefs et cuisiniers réputés ont commencé donc ce matin la tournée des écoles pour apprendre aux enfants le goût des bonnes choses. Ce matin, dans une école primaire de Toulouse, le chef Michel Saran avait transporté ses casseroles. Isabelle de Lyon, Gilbert Ruzan. Lundi 16 octobre, leçon de goût. Le maître est un restaurateur, sans livre ni crayon, mais avec des légumes pleins de saveurs à découvrir. Le programme est vaste, l'enseignement paraît nécessaire. On mange des frites, on mange des patates avec du jus là. Et toi, est-ce que tu préfères manger des choses différentes ou toujours la même chose? Toujours la même chose. Aujourd'hui, invitation à la curiosité pour ces élèves de CM2. Le chef compose devant eux une salade, un plat simple mais qui réunit les 4 saveurs, sucré, salé, acide, amer, où l'on apprend que les meilleurs mets sont le fruit de mariages équilibrés. Les artichauts, maintenant que je les ai tournés, tu vois, ils commencent à devenir noirs. Alors pour éviter qu'ils continuent à noircir, je vais y passer un peu de jus de citron dessus. Quelquefois on peut manger avec le vinaigre, et si on le mange avec le vinaigre, le goût amer il ne fait plus. C'est une histoire d'équilibre. Si tu bois du vinaigre, tu vas avoir que de l'acidité. Donc c'est pas bon. Dans ta bouche, ça va être acide, ça va être déplaisant. Si tu manges l'artichaut cru, sans rien y mettre, tu vas sentir un petit peu l'amertume. Si tu mets un peu d'amertume avec un peu d'acidité, l'ensemble paraît bien meilleur. Les enfants sont invités à tester l'amertume de l'artichaut cru, à sentir l'odeur du basilic. Le goût fait appel aux autres sens, y compris la vue. Alors on va goûter.
On va essayer de retrouver donc, ce qui est sucré, ce qui est acide. Pour une fois, on a le droit de manger avec les doigts. Le droit aussi d'aimer ou non. Ça n'a pas l'air de te plaire. C'est bon. Alors, tu vois, toi tu aimes le basilic et ta copine aime les cèpes. Preuve que les enfants apprécient les bonnes choses, ils se sont précipités vers les épluchures pour sauver ce qui pouvait l'être. Pas de chance pour Loïc Perron et son coéquipier dans la Transat en double Le Havre-Carthagène en Colombie. Son trimaran, vous le voyez, a dématé, l'obligeant à abandonner la compétition et à revenir vers la côte française. Les ennuis continuent pour la championne de tennis allemande Steffi Graf. Son principal parrain, son sponsor, comme on dit en anglais, la société Opel, a décidé de rompre son contrat avec elle à la suite des démêlés judiciaires de son père qui gère ses intérêts. Laurent-Frédéric Bollet. Steffi Graf, une sportive célèbre et adulée. Mais Steffi Graf, c'est aussi une image, du marketing et un empire financier. Un empire qui est dans le collimateur du fisc allemand. Car Steffi n'aurait payé que 35 millions de francs d'impôts depuis ses débuts pour des gains estimés à plus de 630 millions. En Allemagne, cette affaire soulève les passions et ce matin, le constructeur automobile Opel a annoncé qu'il mettait fin à son partenariat avec la championne. Le vice-président pour l'Europe de General Motors, dont Opel est une filiale, explique que la firme a des doutes sur la légalité des activités de l'entourage de Graf. En fait, tout vient du père de Steffi, Peter Graf, qui est en prison depuis plus de 2 mois. Un personnage trouble qui a organisé autour de sa fille tout un réseau de sociétés écrans et de dissimulation fiscale qui l'ont conduit, lui, en détention provisoire. Le problème est maintenant de savoir quel est le rôle de Steffi Graf. Victime ou complice, ignorante ou consentante, le parquet de Mannheim l'a en tout cas déjà interrogé 2 fois et longuement. L'affaire a même pris un tour politique avec la constitution il y a 4 jours d'une commission d'enquête parlementaire régionale. Bref, toute l'Allemagne s'interroge sur sa championne préférée et redoute une vérité qui pourrait ne pas être belle. Une bouffée d'air pur justement maintenant, c'est en ce moment la fin des classes de mer organisées pour les écoles primaires entre la rentrée et la fin du mois d'octobre. L'occasion pour les enfants de découvrir bien sûr la voile mais aussi le monde de la pêche. Rencontre maintenant avec des petits citadins venus passer une quinzaine de jours à Concarneau. Jacques Deveau, Michel Hiver. Scène de pêche en baie de Concarneau. Mettre la main à la pâte et apprendre en s'amusant, c'est la philosophie des classes de mer. Au début, on a rien pêché parce que le casier il était vide. Après, de l'autre côté, il était vraiment plein. Pour ces enfants d'une école primaire de Paris, la classe de mer, c'est d'abord l'apprentissage de la vie en collectivité. Mais c'est aussi l'occasion d'un dépaysement complet. J'ai découvert les animaux qui vivent dans l'eau. Et j'ai découvert les bateaux. Et aussi j'ai appris à pêcher. Et qu'est-ce que tu regretteras le plus alors? De repartir. Pour les enfants, pêcher, découvrir la région et ses richesses, c'est bien. Mais la voile reste leur activité préférée. La voile, j'aime bien parce qu'il y a plein de vagues, on se colle contre les autres bateaux, on se renverse. L'école, on se casse plus la tête qu'à la voile. C'est sûr que les enfants ont tendance un peu à voir ça comme des vacances prolongées, mais il y a un travail au niveau de l'étude du milieu qui est très important et il va être récupéré après en classe, retravaillé, réapprofondi et qui, je veux dire, à partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment parler de vacances. Ils auront pourtant passé 3 semaines de rêve. Bien sûr, maman a parfois beaucoup manqué, mais ce sera dur de rentrer à Paris et à l'école. La mode printemps-été 96, ce soir, Hubert Givenchy, c'est sa dernière collection, suivie du jeune John Galliano, autrement dit le choc des générations. Marie-Josée Le Picard. La collection la plus attendue, la plus guettée de la saison, celle de John Galliano. Dans une atmosphère de fête insolente et déguisée, le créateur anglais montre des vêtements superbement coupés dans le biais et qui collent au corps de femmes fatales. En janvier prochain, Galliano doit prendre la relève chez Givenchy, où il sera le créateur attitré. Car Hubert de Givenchy, lui, montre ici sa dernière collection. Après avoir habillé les élégantes de la planète avec une simplicité apparente, et pas seulement pour les grands soirs. De la lumière du jour, Galliano, lui, ne connaît que la blancheur de l'aube, l'heure où la fête se termine.
Les personnages qu'ils mettent en scène sont beaux, violents, improbables. Son imaginaire habille les femmes pour des fins de soirée. Alors qu'Hubert de Givenchy, au contraire, leur garantit des entrées triomphantes. Devant un tel contraste de style, on peut imaginer que les fidèles clientes d'Hubert de Givenchy commanderont peut-être des provisions de vêtements avant son départ, pendant que les ensorcelés de John Galliano, au printemps prochain, feront la queue devant les cabines d'essayage de la maison de couture. Hommage maintenant à Jeanne Calment. Demain, Jeanne Calment franchira le cap des 120 ans et 238 jours, battant le record de longévité de toute l'histoire de l'humanité. Elle bat en effet le record détenu jusqu'à présent par un Japonais décédé en 1986 et qui avait vécu 120 ans et 237 jours. Voilà, ce journal est terminé. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko avec du brouillard, attention demain, puis du soleil tout de même. 20h50, la rivière Espérance, 22h45 du côté de chez nous, le documentaire de Nénel Carlin, 23h45 l'édition de la nuit en compagnie de Florence Daucher. Dans les 4 vérités demain matin, 7h50, Gérard Leclerc recevra Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Demain 13h, Patrick Chêne, et puis on se retrouve, si vous le voulez bien, demain à 20h. Au revoir, bonne soirée sur notre chaîne.